avons-nous une opportunité d'investissement sur Mercedes-Benz Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. On en parlera tantôt en milieu de la vidéo ou bien à la fin de cette vidéo aussi. Qu'est-ce que c'est que le service Top Premium? Donc, ici pour Mercedes-Benz. C'est une entreprise que j'ai déjà eu à mentionner il y a quelques temps. D'accord? Je mets ici, j'ai fait une analyse sectorielle pour le marché de l'automobile il y a à peu près, ça date du 14 du mois de novembre de l'année passée. Donc, c'est quelque chose qui devrait être mis à jour ici. Et donc, quand vous tapez ici, comment on appelle encore cette compagnie-là, Mercedes-Benz, ok? Vous voyez ici que la dernière analyse quantitative date à peu près du mois de juillet 2023. Ok? On a même fait une note d'analyse sur Mercedes-Benz. Je me rappelle bien. Donc, ça dit que moi, j'ai pris la peine de lire les rapports financiers, écouter les conférences calls et je vous ai donné mon avis sur une vidéo en particulier. OK? Donc, ici, sur Mercedes-Benz, il me semble qu'en date d'aujourd'hui, à peu près à 65 $. Ça ne bouge pas beaucoup. C'est plutôt sur place. Donc, c'est pas très étonnant pour ce genre d'entreprise parce que je sais qu'elles vont avoir tendance à se négocier à des multiples très, très bas. Et également, n'oubliez pas une chose. C'est la raison pour laquelle il est très important d'avoir à peu près une vue d'ensemble du secteur d'activité, chose que je fais généralement ici dans les analyses sectorielles. Okay? Donc ici, ce secteur d'activité gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que c'est durable? N'oubliez pas qu'au sortir de la pandémie, avec les pénuries, etc., elles ont pu augmenter les prix. Et essentiellement ici, oui, c'est Mercedes, etc. Ne tombez pas amoureux de la marque. Ça reste un vendeur de voitures. D'accord? Ne l'oubliez pas. Combien de marques on a ici? Quel type de voiture on vend? C'est intéressant. Quelle est la géographie d'opération? Est-ce qu'on fait à peu près... Est-ce qu'on est prêt pour l'arrivée, l'émergence ici de la voiture électrique ou bien la voiture hybride? Parce que je le mentionnais dernièrement ici dans une analyse également sectorielle que la voiture, c'est plutôt... Les constructeurs automobiles s'en vont plutôt vers les voitures hybrides. Favorisent de plus en plus les voitures hybrides plutôt que les voitures uniquement électriques. C'est un mix qui va avoir tendance à perdurer dans le temps ici. Donc, on aura certes des voitures toutes électriques, mais également hybrides, plus en hybride ici, d'accord? Faites attention. Donc, quand on parle ici d'électrique, dites-vous que ça ne sera pas uniquement électrique, ok? On sera plus dans l'hybride, mais bon, à long terme, on aura de moins en moins de voitures ici à combustion, ok? À long terme. Au moins pour les pays d'Europe, pour certains pays d'Asie, et également pour les pays d'Amérique ici. Enfin, on parle ici d'Amérique du Nord. Parce qu'en Amérique du Sud et en Afrique, ça va être différent. OK? Enfin, on peut également mettre l'Australie dessus pour les pays qui vont avoir tendance ici à favoriser ici les voitures hybrides. Mais en Afrique et en Amérique du Sud, ça va être différent. OK? Notamment parce qu'on a des problèmes encore au niveau de l'énergie. OK? D'accord? Pas assez d'énergie. Qu'est-ce qu'on va faire avec une voiture électrique? Qu'est-ce qu'on va faire avec une voiture hybride? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on revient sur Mercedes-Benz, je vais regarder ça du point de vue quantitatif. Toujours vérifier l'évolution du revenu. Ce n'est pas étonnant de voir un revenu qui évolue comme ça parce que ça reste un business ici cyclique. Et attention, elle a peut-être spin-off une entité, il me semble, dans le passé. Donc, on va voir ici, comment on appelle encore ça, scission, on a peut-être vendu un actif ici. Donc, acquisition, si c'est acquisition ici, si je fais divestiture, ok, divestiture, ok, parfait. Last 12 months, ok, ça date de 2008. Ok, il me semble qu'elle avait revendu ici la marque de... Elle avait sans doute spin-off ici une entité dans le segment qui vendait à peu près des camions. Donc, il faut vérifier ça ici parce que voir les revenus comme ça, quelqu'un va se dire « Oh, les revenus ont baissé ». Non. C'est peut-être ici juste un spin-off, ok? Donc, toujours aller vérifier. Mais prends toujours en considération l'évolution de la marge brute. Vu que c'est un business qui est cyclique, on va avant tout que les marges se maintiennent. Ici, on voit clairement que la pandémie est passée par là, etc. Mais en moyenne, on a des marges aux alentours de 20%. Là, on a du 21% de marge brute, ok? Marge EBITDA, qu'est-ce qu'on a? En moyenne, on a du 9,78% et là, on a du 12,92 depuis à peu près 2021. Est-ce que c'est durable? Enfin, quand je dis 12,92 depuis 2021, quand je prends les 3 dernières années, on a plutôt du 14%. Est-ce que les marges sont durables? Est-ce qu'elles sont durables? C'est la vraie question qu'on doit poser. Parce que ce niveau de marge EBITDA, on l'a déjà eu ici.
Et marge EBITDA n'est pas synonyme de bénéfice net, etc. D'accord? Faites attention, ça veut peut-être dire ici que l'entreprise est de plus en plus efficiente, ou bien ça peut également vouloir dire qu'elle dépense de moins en moins ici en marketing, et donc ça gonfle l'EBITDA. Faites attention. OK? Donc il faut toujours aller vérifier pourquoi. Et ça, c'est votre rôle, ceux qui sont intéressés par une analyse approfondie sur Mercedes. Ce sont des éléments à aller regarder. Donc quand moi je regarde ici les éléments quantitatifs, je note dans mon petit carnet qu'est-ce que je dois aller regarder en profondeur. OK? Je vous donne des pistes. Maintenant, vous faites ce que vous voulez derrière. OK? En supplément de ça, on va regarder quoi? Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? De préférence, ce genre d'entreprise doit racheter massivement ses actions parce qu'ils auront tendance à se négocier à des niveaux de PER très très bas parce que c'est cyclique. Mais n'oubliez pas également qu'il faut normaliser les résultats. OK? Voilà. Ici, c'est une entreprise qui rachète des actions. On va se dire timidement, mais c'est déjà une bonne chose. OK. Peut-être également ici, vu qu'elles n'avaient pas l'habitude de le faire, elle a commencé à le faire ici. C'est déjà une bonne chose. On compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. C'est une entreprise qui vend des voitures. Ils vendent des voitures comment? À crédit ou bien en cash, littéralement. Et personne n'achète en cash. Tout le monde, la majeure partie des gens achètent à crédit. Et donc, c'est-à-dire ici que est-ce que Mercedes-Benz a un bras financier? On va aller le vérifier ici. Je peux le voir sur Fastgraph, Financial. Je viens là, Income Testament. Je vais aller vérifier ici. On prend ça, recherche de développement, etc. Qu'est-ce qu'on a ici? Je n'ai pas cette information. Donnez-moi juste un instant, je regarde ça. Non, Equity Earning on Affiliate. Faites attention également ici, parce que c'est une entreprise qui gagne de l'argent ou bien qui reçoit des dividendes ici de ces différents investissements dans d'autres entités. D'accord? Il me semble ici qu'il y a une entreprise qu'on appelle Daimler Truck. Je pense que ça appartient à cette compagnie. Et Daimler Truck est en bourse depuis combien de temps? Vous voyez? Daimler Truck, quand je dézoome un tout petit peu, ça date à peu près de quand? 2021. Revenons en arrière. Mercedes-Benz, au niveau du revenu, OK? À ce niveau-ci. Vous constatez ici qu'à partir de cette période, on a eu une baisse aux alentours de 2021 par là. Donc, on a spin-off une entité. Ça, vous comprenez maintenant? Et donc, vous voyez ici que présentement, la baisse du revenu ici peut s'expliquer. OK? Mais maintenant, si on a spin-off cette entité, peut-être qu'elle n'avait pas de marge assez élevée, donc ça peut également avoir un impact sur les marges EBITDA. Donc, les marges en question peuvent même être justifiées, mais toujours aller vérifier dans les rapports financiers qu'est-ce que le management dit par rapport à ça. Revenons ici aux éléments financiers. Je vais aller vérifier dans les rapports financiers. Je tape ici Investor. OK? On va très rapidement ici, Investor, boum. Moi, je le fais en live dans tous les cas de figure. Ce n'est pas découpé ni quoi que ce soit. Vous voyez ici que la plupart du temps, quand je fais mes vidéos, je ne fais pas de montage, donc je les prends directement comme ça en live. Ça vous permet ici de voir comment est-ce que je réfléchis au fur et à mesure que les informations s'accumulent. OK, on va le dire comme ça. Alors, ici, je cherche à peu près le rapport financier, le rapport annuel. Bon, c'est pas grave si on n'a pas ici. Donc, je n'aime pas, si ça télécharge, je ne vais pas le prendre ici parce que voilà, parfait, ça va directement. OK, je cherche ici les éléments financiers dans le sens, les revenus ici issus de nos différentes ventes. OK, donc on va zoomer. OK, on vérifie, revenus, EBITDA. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que je vends à crédit? C'est ce qui m'intéresse. OK, investment in property, revenus. OK, alors, est-ce que nous avons un bras financier? Je cherche ici comment on appelle encore ça? Je cherche le bilan. OK, le bilan de cette compagnie, pas ici. Pas le compte de résultat, mais je cherche le bilan. D'accord? Où on peut voir les assets, les liabilities. C'est ça qui m'intéresse. Assets ici, on vérifie. Inventaire, OK. Investissement ici. Recevable, service financier. OK. Donc, je sais ici qu'on a un service financier. On a un bras financier. Donc, ce qui veut dire ici que généralement, on vend à crédit. Donc, on peut également avoir un risque de crédit ici. Donc, c'est-à-dire que quand les taux d'intérêt augmentent, on peut avoir un ralentissement ici des ventes. Faites très attention. Et donc, il faudrait aller regarder ici, est-ce que la dette issue est-ce que les entités sont séparées, même si on les joint ici dans le bilan, est-ce que la dette issue ici du bras financier n'impacte pas la compagnie manufacturière? Parce que là, on est en train d'analyser la compagnie manufacturière. Donc, il faut toujours vérifier ici si les entreprises en question ont un bras financier. La plupart du temps, dans les compagnies qui vendent des automobiles, c'est le cas. Donc, ici, je l'ai vérifié très rapidement. On peut voir que c'est le cas. Et donc,
pour ce genre de business, directement, je vais avoir tendance à payer des multiples très peu élevés. D'accord? Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices ici. Et encore, de préférence, même acheter à un prix qui se rapproche des actifs tangibles par action. Et si c'est le cas, ok? Je dis bien si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Tangible book value, qu'est-ce qu'on obtient par action? On voit ici qu'on a un tangible book value qui augmente. J'aime ça. Et maintenant, le tangible book value, il est constitué de quoi et pourquoi est-ce qu'il augmente? Il suffit juste de dire que oui, ça augmente. C'est bien. Mais vous pouvez également remarquer qu'entre 2004 et 2014, ça n'a pas changé. Pourquoi est-ce qu'il augmente? Allez vérifier, c'est une question supplémentaire. Ici, le marché paye généralement combien de fois les actifs tangibles par rapport au prix actuel? On paye le marché, quand je dis en général, je le prends ici. La médiane, c'est genre 1,4 fois les actifs tangibles. Aujourd'hui, on paye combien? 0,8 fois les actifs tangibles. Donc, on peut se dire ici que nous avons une entreprise qui est peut-être sous-évaluée. D'accord? Sous-évaluée. Parce que si on le payait à peu près à la moyenne du marché, enfin, par rapport à la moyenne ici, à 1,4 fois les actifs tangibles, on donnerait à peu près 105 $ ici. 105 € par action. Aujourd'hui, c'est 65. Ça, c'est le premier indice. Premièrement, moi, j'aimerais bien l'acheter à un prix qui se rapproche des actifs tangibles par action. 1 pour 1 ici, c'est parfait pour moi. Surtout si les actifs tangibles ont tendance à évoluer. Ce qui veut dire quoi? Si on ferme complètement Mercedes-Benz, on vend tout à leur juste valeur, les équipements, les recevables, etc. On récupère tout l'argent ici. OK? J'aurai 75 $ par action. Dans un monde idéal. Mais en réalité, ça n'existe pas. Parce que les recevables coûtent moins cher, généralement, surtout quand vous devez liquider. Faites attention. Mais, est-ce que Mercedes est en phase de liquidation? Non. Et donc, c'est déjà encourageant. Ensuite, quand on a un bras financier, faites attention au niveau de la dette. Parce que cette dette-là, la dette vous donnera une mauvaise information. Surtout si on mélange ici le bras financier et la manufacture. OK? Parce que généralement, c'est séparé. Donc, ce qui veut dire que quand je regarde la dette de cette compagnie, je préfère aller la regarder dans les rapports, dans les bilans directement. Est-ce qu'on a l'information ici? Là, j'ai les assets. Là, j'ai les liabilities. Je cherche ici la dette aux alentours de combien? Vous voyez? On met ici note numéro 18. Donc, il faut aller lire la note numéro 18. Faites très attention quand vous voyez ces chiffres. C'est 39 milliards. Financing liability. 39 milliards. Ok, je continue. Ici, on a également un autre financial liability qui est aux alentours de 68 milliards ici. Donc, en financial liability, current financial liability, donc ça dit que la dette à court terme, c'est 39 milliards. Donc, je peux déjà dire ici que ça, c'est le bras financier. Ce n'est pas la compagnie manufacturière. 39 milliards à court terme, non, non, non. Ça n'existe presque pas. Ok? Donc, il faut toujours aller vérifier quelle est la dette qui provient du bras financier et quelle est la dette qui provient ici de la manufacture, ok? Et vérifier si la dette en question, si le bras financier est en difficulté, est-ce que ça va impacter négativement la manufacture, d'accord? Donc, les compagnies automobiles, il faut essentiellement passer du temps dans les bilans. Ce qu'on va faire, chose que je ne vais pas faire pour vous, mais je vous dis exactement ce qu'il faut faire. Parce que les entités présentement ici, au niveau des agrégateurs, qu'importe l'agrégateur, c'est juste une mise en bouche, une rentrée. Donc, on essaie ici de pouvoir, on commence à prendre les informations, on commence à poser les questions, on essaie de voir quel type de questions que je vais aller poser, que je vais poser quand je vais lire les rapports financiers. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait présentement. OK? Et donc, si on revient aux éléments quantitatifs, je sais déjà que ici, je paye aux alentours des actifs tangibles net par action, pas plus. C'est le cas? Oui. Donc, cette entreprise est sous-évaluée. Premier élément. Deuxièmement, les net income sont positifs. Vous voyez l'évolution des net income. Regardez également la constitution, donc on peut mettre ici normalize net income. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne? Je les compare en excluant les éléments extraordinaires. Vous voyez qu'on est plutôt à 11 milliards par là. Donc, mais c'est en constante évolution. OK? Mais est-ce que les free cash flow vont dans le même sens? Non. Et donc, vous comprenez que voici une entreprise qui a des bénéfices nets positifs. On vous dit ici que vous payez 6 fois les bénéfices, les forward PE à peu près, mais il n'y a pas de free cash flow. Les free cash flow ont commencé en 2019. En 2019. Entre-temps, elle faisait quoi? Est-ce qu'elle a investi massivement ici dans ses activités? Parce que s'il n'y a pas de free cash flow, comment est-ce qu'on paye les dividendes? On s'endette, littéralement. Et donc, quand on regarde Mercedes du point de vue bénéfice net, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de regarder du point de vue free cash flow. Parce que c'est ici qu'on est rémunéré, nous, en tant qu'actionnaires. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, les free cash flow.
oui, on n'a pas un bon historique, mais il faut déjà comprendre pourquoi. Et si l'historique, les attentes à venir ici sont justifiées, vous pouvez déjà voir ici, les analystes ont tendance à se tromper par rapport au free cash flow de Mercedes-Benz. Ce qui m'encourage encore une fois de payer uniquement un prix qui se rapproche des actifs tangibles nets par action. Et donc, quand on distribue un dividende ici, aux alentours ici de 8%, c'est intéressant. Mais est-ce qu'elle a la capacité de générer des free cash flow qui pourraient justifier, qui pourraient être au-dessus de ce 8% là? Une autre question. La réponse se trouve dans les rapports financiers, dans votre compréhension du business model de l'entreprise. OK? Donc pour moi, ici aujourd'hui, je dirais uniquement que cette compagnie est sous-évaluée quantitativement, uniquement en me basant sur les actifs tangibles. Mais maintenant, ces actifs tangibles-là peuvent fondre comme neige au soleil s'il n'y a pas de free cash flow. Et donc, il faut aller vérifier l'évolution des free cash flow. Et pourquoi est-ce qu'on avait une période sans free cash flow entre 2010 et 2019? En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage en matière de stock picking, vous avez le programme de l'accélérateur en description de la vidéo. Mais également, pour ceux qui veulent rejoindre ici le service Top Premium, on a 4 niveaux, à savoir, premier niveau ici, c'est tout inclus. Analyse sectorielle, note d'analyse, c'est essentiellement ici la lecture des rapports financiers sur des compagnies qui, moi, m'intéressent, que je considère comme étant sous-évaluées, sur lesquelles je vais légèrement aller faire un suivi. Par exemple, ici, si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, allez voir celle qu'on a présentée sur Mercedes-Benz, ça tombe très très bien. Donc ici, je fais également le suivi. Donc si je mentionne Mercedes-Benz, chose que je n'ai pas fait, je vais également avoir tendance à faire le suivi derrière. En plus de ça, vous savez l'analyse sectorielle. Au moins, vous avez un avis, vous avez à peu près une vue d'ensemble sur le secteur d'activité. OK, vous avez également accès à la watchlist avec modification des prix. Donc, ça veut dire que je fais beaucoup de vidéos. Donc, par exemple, sur Mercedes-Benz, est-ce qu'elle va faire partie de ma watchlist? Bien sûr que non. Mais techniquement, ici, si elle faisait partie de ma watchlist, j'aurais mis ici un objectif de prix. Par exemple, si on vient ici, d'accord, Top Invest Watchlist, vous allez voir ici qu'il y a des entreprises sur lesquelles j'ai mis des objectifs de prix concentriques. On peut remarquer ici que c'est sous-évalué quantitativement. Ici, c'est sous-évalué. Et si j'ai déjà présenté une note sur l'entreprise, vous allez voir ici le terme note. Donc, il y a peut-être une note disponible sur la chaîne. Techniquement, je dis bien. Et les notes, je n'en fais pas très souvent. OK? Donc, essentiellement, ici, les notes que je réserve, c'est uniquement pour les abonnés premium. OK? Et donc, ici, je pense que ça, c'est une note qui est sur la chaîne. Donc, vous pouvez voir ici, maintenant, vous pouvez savoir, est-ce que l'entreprise, quel est le top 5? Est-ce que l'entreprise est sous-évaluée? Est-ce quel est le price target ici? Et donc, ça a tendance à évoluer. Et je mettrai également les dates. Comme ça, si ça date de plus de 3 mois, plus de 6 mois, etc., vous pouvez me demander d'analyser à nouveau la compagnie quantitativement. OK? Et donc, vous pouvez également voir ici que vous avez 4 niveaux. Vous avez le niveau note d'analyse qui inclut uniquement qui exclut les analyses sectorielles. Donc, vous avez tout ce qui est inclus ici, sauf les analyses sectorielles. Vous avez également une demande quantitative, vous avez accès à la watchlist avec objectif de prix, demande d'analyse quantitative, accès à la communauté privée. D'accord? Vous l'avez ici. Et vous avez également la watchlist uniquement. Donc, pour ceux qui veulent juste avoir la watchlist, savoir quel est le price target, histoire d'aller voir à peu près eux-mêmes quelle entreprise pourrait les intéresser. OK? Vous avez tout ceci à ce niveau. C'est également pour vous un moyen de supporter la chaîne. Vous pouvez voir ici qu'on a toujours eu des notes excellentes. OK? Jusqu'à présent, bien sûr. Donc, tout ceci, je pense qu'ici, on a à peu près un nombre de places limitées. Vous allez peut-être le voir ici, sur chacun des éléments en question. Mais pour les codes discount présentement, j'en ai fait uniquement aux alentours ici de 100. OK? Donc, c'est à vous de voir. Si ça vous intéresse, le service Top Premium en description de la vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour moi, Mercedes-Benz, est-ce que c'est une entreprise qui m'intéresse? Non. Que ce soit pour les dividendes ou quoi que ce soit, je regarde ça très très loin. Et moi, j'aimerais savoir à peu près comment est-ce qu'on a fait pour payer ce dividende-là pendant toutes ces années. Faites attention. Donc, il faut aller regarder en profondeur dans les bilans et reconstruire ici les free cash flow. OK? Peut-être ici, les free cash flow sont juste mal expliqués, pas mal expliqués, mais juste mal affichés au point où l'entreprise en question gagne de l'argent par rapport à ses différents investissements. Je n'en sais rien, toujours aller vérifier. OK? C'est une vidéo qui devait durer 8 minutes. Je me retrouve en train de parler pendant 20 minutes sur Mercedes-Benz. On s'arrête là.